Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans Intégral Foot, votre émission, pas du jeudi soir cette fois, exceptionnellement c'est le mercredi à cause du match PSG Amiens, donc cette émission sera diffusée 2-3 heures avant le match qui sera donc à 21h. Ce soir, comme d'habitude, à l'animation avec vous, Béchir Benmestar, donc moi-même, et je serai accompagné de Sacha Roulin. Bonsoir Sacha. Salut les gars, bonsoir à tous. Je serai aussi accompagné de Lloyd du Château, Monsieur Mercato. Bonsoir Lloyd. Salut Béchir, bonsoir à tous. Et on va commencer par parler de cette première victoire aussi en 2018, ce Rennes PSG, 6-1, exceptionnel, on va dire ça comme ça, ce match. Comme tu disais tout à l'heure en off, Sacha, on avait l'air que le PSG était à domicile, quasiment. On a vu un Rennes inexistant. Qu'as-tu pensé de ce match? La petite analyse à la Sacha, vas-y. Ouais, bah écoute, c'est le genre de match où t'as même pas de contestation. PSG, tu sais déjà avant le match, ils sont clairement au-dessus. Mais c'est vrai que là, en plus de ça, parce que bon, ça tu sais, bien sûr que t'es au-dessus de Rennes. Mais quand tu vois le jeu pratiqué par le PSG, là maintenant, je pense que tout le monde voit ce que c'est que la pâte Emery, c'est-à-dire c'est un jeu qui se base effectivement, et on l'a vu contre Rennes, sur la possession, mais le contraire avec son prédécesseur, la différence avec son prédécesseur, c'est qu'Unai Emery, il instaure aussi un jeu de transition très très rapide vers le but, et l'illustration parfaite, c'est le 4e but, si je ne dis pas de bêtises, où tu as une relance à 3 mètres de ta ligne de but, et que 30 secondes après, tu mets le but et tu remontes le ballon très rapidement. Et ça, c'est vraiment la particularité de ce PSG. Et ça, on peut l'attribuer pleinement à Unai Emery. Parce que c'est pas vraiment une nouveauté, parce que le PSG a fait beaucoup ça depuis le début de la saison. Mais c'est vrai que les gens ont un peu du mal à reconnaître du mérite à Emery. Mais ça, il faut lui laisser. C'est des transitions très rapides avec une mention très particulière, et c'est pas vraiment original, à Neymar, qui a fait pour moi encore une fois, un de ses meilleurs matchs. Et il faudra d'ailleurs se pencher un petit peu sur la position de Neymar au PSG, parce que sur le plan tactique, tu as l'impression que les gens mettent Neymar à gauche. En réalité, Neymar est effectivement placé à gauche, mais c'est une sorte de faux ailier gauche, si je peux dire comme ça, qui va en fait prendre la place presque du meneur de jeu, qui décroche, qui est capable, enfin qui fait vraiment tout dans cette équipe, qui accélère, qui donne le ballon, et qui est capable. J'ai même presque trouvé limite hyper collectif, presque trop par moment sur ce match. Enfin voilà, on a vu vraiment un PSG très très intéressant, très très performant. Et pour conclure, ce qui est vraiment intéressant, sur le point où je voulais vraiment appuyer, c'est que en l'absence de Cavani, tu avais trois joueurs qui étaient trois ailiers finalement, enfin qui sont trois ailiers de formation plus ou moins, et sans véritable neuf. Et cette position-là, dans cette configuration-là, tu sens que l'adversaire a vraiment du mal à cerner ton attaquant, et donc du coup ça crée des espaces et ça crée des brèches, et ça je pense que c'est vraiment une alternative qui est très très intéressante, et voilà, ce match en fait tactiquement il est hyper intéressant de la part du PSG. Il y a beaucoup de trucs à dire, et donc voilà, je laisse la parole d'Aloïd parce que j'ai pas mal parlé. Vas-y Lloyd. Donc moi je pense déjà, on a vu la pâte Emery, ce qui est beaucoup en vitesse, comme il a dit, on a beaucoup de contres, on utilise beaucoup le contre, on l'avait vu contre le Bayern au match aller, là encore plus contre Rennes. Après on a vu aussi que justement sans Cavani on a une équipe beaucoup plus technique, même si Cavani il apporte beaucoup. Sans Cavani on a vu le 4e but, c'est un but qu'on met pas avec Cavani parce qu'il la prendrait d'office. La passe de Mbappé qui la met vers Neymar, c'est vraiment une combinaison qu'ils ont travaillé ensemble. Et on voit qu'il y a plusieurs possibilités pour Emery d'utiliser ces 3 joueurs devant, d'utiliser les 4, parce qu'il y a aussi Di Maria, s'il revient à ce niveau-là, il va nous faire une fin de saison qu'on peut aimer, et ça va être une vraie solution. On a vu Di Maria saisir enfin une chance, même si c'est que contre Rennes. Après, on a vu aussi que niveau défense, on n'est quand même pas au top encore.
qu'il va falloir vraiment progresser en défense parce que contre le Real, on ne peut pas permettre les mêmes erreurs que contre Rennes. Ça veut aussi contre Rennes que il y avait enfin la patte Emery, que Emery il a su aussi un peu s'imposer parce que il a pas mis tout de suite Cavani alors que beaucoup l'auraient vu tout de suite reprendre la saison même s'il avait avec 2 entraînements. Et non, Emery s'est imposé enfin. Effectivement, ça c'est vrai que c'est intéressant à relever que Emery semble avoir pris la mesure de son vestiaire et avec lui sans doute Enrique qui je pense c'est lui qui va entre guillemets suspendre Cavani et Pastore et ça c'est un signe qui est positif mais qui est encourageant maintenant. Voilà, comme je disais on a parlé un petit peu avec l'équipe en off. Moi ce que je disais en off c'est que j'aurais bien voulu avoir le scénario avec Neymar qui revient à la bourre. Est-ce que là, tu vois, excuse-moi de te couper, mais Neymar pour le moment on peut dire qu'il est exemplaire. Ouais, il a une attitude exemplaire. Donc après quand ça arrivera avec Neymar on verra. Mais est-ce que vous trouvez normal que ça vienne de Cavani? Moi on sait que ça s'est passé en 2015, mais que ça vienne d'un mec comme Cavani, moi j'ai pas trop compris le truc. Et derrière aussi Pastore qui est soi-disant qui adore, bon, je remets pas en cause ça, qui aime le club et que je sais pas quoi, mais tu reviens avec 5 jours de retard, c'est vraiment un manque de respect du club. Et pour moi, je pense que si un joueur a des problèmes familiaux, je pense pas que le club va lui dire tu viens immédiatement, tu rentres. Tu vois, faut juste être pragmatique, logique, faut se dire ça. Si toi t'as un problème de famille et tu me dis je peux pas venir à l'émission, je vais pas te dire tu viens à l'émission. Donc aujourd'hui pour moi c'est l'excuse des problèmes familiaux, ok, tu vois, je sais pas comment, est-ce que pour vous c'est normal que ça arrive une nouvelle fois au PSG? Parce que 2015, je disais, il y avait Cavani, donc encore, et Lavezzi. Donc, pour vous, quelle est la suspension qui peut être quelle est la meilleure suspension aujourd'hui pour Pastore, surtout je crois que Lloyd a une réponse hyper intéressante, mais je vais juste simplement nuancer le truc. Je vais vraiment pas être long, je vous le promets. Il y a très peu d'informations en fait sur les vraies raisons qu'ont poussé Cavani, parce que Pastore, moi ça m'étonne pas vraiment, mais c'est Cavani qui m'intéresse plus. On a en tout cas ici on a très peu d'informations, donc il faut attendre un petit peu de voir ce qui se passe véritablement. Avec Pastore, c'est un peu la même chose. En tout cas, il sera pas dans le groupe ce soir face à Amiens. Ça, c'est... Non. Ouais. Déjà, on peut dire aussi qu'il y a ça arrive dans tous les clubs, des joueurs qui sont absents. On a des cas au Bayern, au Real, même au Barça. Donc, on ne vient pas nous parler de Paris est un petit club parce qu'il ne les sanctionne pas ou parce qu'il ne les sanctionne pas comme tous les autres clubs. Après, oui, c'est des cas où moi, personnellement, je trouve ça écœurant parce que c'est des mecs qui gagnent des salaires énormes, problème de famille. Il y en a qui travaillent à la chaîne et qui les ont. Et même sans parler de salaire, juste de mentalité, je pense que Cavani, il a fait une saison, pour le moment, un début de saison, tout le monde l'a adoré pour sa mentalité de combat sur le terrain, il est présent. Pastore, personnellement, ça me surprend pas, effectivement, oui, c'est le mec, on le voit, il joue quand il veut, il choisissait ses matchs quand il est en bonne santé, maintenant, quand il est malade, il a une grippe au petit doigt, et là, s'il a ça pour ne pas jouer, donc effectivement, le Pastore, c'est bon, on atteint la limite, il peut partir, ça me dérange pas. Par contre, Cavani, ça me surprend un peu plus. Après, oui, c'est des joueurs qui sont habitués. Ils n'ont pas été sanctionnés vraiment quand ils l'ont fait une fois. Donc, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3 s'il n'y a pas de vraie sanction. Ouais. Donc, pour moi, Cavani, il y a un truc en plus. Je vois pas ce mec faire ça consciemment, à se dire, c'est vraiment pas. Encore Pastore, tu sais qu'il a un petit peu non, ce mais côté. Tu peux faire un jour de retard, 2 jours de retard, mais pas 5. Voilà, c'est... Surtout qu'ils l'ont gratté, quoi. Ils ont gratté un joueur de plus, tous les joueurs l'ont eu. Là, ils reviennent et il y en a qui sont encore pas là, qui grattent une journée pour une journée. Je comprends pas personnellement. Sacha, tu termines ton idée si tu veux. En fait, moi, le problème, c'est que à ce niveau-là, j'ai aucune information. Alors, je peux pas personne dire. n'a d'informations claires sur ce qui. Moi, j'en sais rien, Ouais. donc je sais. Pour le moment, il n'y a rien de clair sur cette affaire. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le groupe pour ce soir est tombé déjà. Ça sera sans Pastore et sans Cavani, donc pas de grande surprise. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est on doit les suspendre, genre 3, 4, 5 matchs. Ou est-ce que ça doit être juste une sanction financière? Parce que là, jusque-là, il n'y a pas de sanction qui est tombée. Là, ils sont écartés de... Il n'y a pas de sanction qui est tombée, il n'y a rien.
de la part du club qui. Mais c'est délicat parce que en fait le club ils savent bien le PSG est de toute façon plus fort ou en tout cas beaucoup plus d'options avec Cavani. Alors ils vont l'écarter sur le match d'Amiens. Est-ce que ce sera encore le cas le week-end d'après? J'en sais rien, mais je pense que le club va prendre une sanction, mais qu'ils vont pas le suspendre eux-mêmes 5 ou même 3 matchs, ça aurait pas de sens. Mais ce que j'ai trouvé dans cette affaire un tout petit peu positif, c'est que Thiago Silva a un peu monté au créneau et a dit que c'était pas normal de la part de Cavani, et provenant d'un mec comme Thiago Silva, j'ai trouvé ça assez Mais est-ce qu'il aurait dit la même assez positif. Est-ce qu'il aurait dit la même chose sur son Voilà, c'est ça la question. compatriote. Enfin bref. PSG Amiens ce soir. Bon. Match facile entre guillemets ou un peu compliqué? Si Paris joue à la moitié ou à 30%, ça ira. Non, franchement, c'est même pas manquer de respect à Amiens, tu vois, mais le truc, c'est que tu as la sensation que Paris, même s'ils sont très mauvais, tu sais qu'ils sont. Que même si tu alignes ton équipe B, tu es carrément meilleur qu'Amiens sur le papier. Donc, enfin, en plus, je dis ça, mais je suis même complètement sérieux, hein, parce qu'il y a aucun jeu. Enfin, voilà, c'est juste logique. Mais non, ça semble. Paris connaît ce genre de match, des matchs plus ou moins compliqués, Pour toi, qui semblent compliqués sur le papier parce que c'est à l'extérieur. Ouais, c'est pas un match piège pour toi. Tous les matchs peuvent être pièges, quoi, mais celui-là, je crois que Paris est actuellement dans une phase où ils sont dans une confiance qui est tellement absolue que c'est vrai pour les adversaires, c'est vraiment pas le bon moment pour les affronter. Quand tu prends le match à Marseille, par exemple. Là, Paris est encore, entre guillemets, en début de saison. Un grand club, c'est octobre, novembre, ça reste plus ou moins le début de saison, parce que tu as une préparation qui est spéciale et tout. Mais là, maintenant, c'est les 6 derniers mois de l'année, c'est les 6 derniers mois les plus importants. Je crois que Paris a les clés, et maintenant, comme disait Daniel Riolo, ça va aller tout droit parce qu'ils sont déjà là dans la préparation du match contre le Real. Donc, je pense, après, c'est difficile de prévoir des trucs, mais je pense qu'on aura un PSG compétitif et gagnant, naturellement. Donc pour moi, ce sera un match facile. La seule chose qu'il faut, de toute façon, ça sera jusqu'au match justement du Real, où on va se méfier, c'est les blessures. Voir ceux qui sont prêts justement physiquement, parce qu'on a vu avec Mota la dernière contre Rennes, il est rentré, il n'était pas prêt. Et donc la seule chose qui peut nous contre-indiquer sur ces matchs-là, c'est des blessures, parce qu'on perdrait des joueurs. Si c'est des joueurs importants pour les matchs contre le Real, ça pourrait être inquiétant. Mais sinon, non, sur le papier, on n'a pas à craindre une équipe comme Amiens, qui de toute façon n'a même pas un seul de leurs joueurs qui serait remplaçant au PSG actuellement. Match facile pour toi aussi. Oui. Et puis on dit ça sans être arrogant, rien du tout, hein, mais c'est juste c'est donner objectif des choses. En fait. Damien, ouais, bien sûr. Donc, on peut dire que la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, c'est encore pour les Qataris, c'est encore un objectif, on va dire ça comme ça, qu'il faut impérativement acquérir chaque année. Ouais, il y a une nuance à apporter, c'est pas qu'il faut faut pas gagner la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, mais il faut absolument pas se faire éliminer. Parce que les. C'est un peu du Rudy Garcia. Ouais, c'est un petit peu du Rudy Garcia. Mais c'est. Néanmoins, je pense que c'est véridique parce que à Paris, et là je parle même pas du PSG, mais à Paris en général, les choses sont amplifiées fois 10, 20 par rapport à d'autres endroits dans le pays. Et donc, une élimination du PSG en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, c'est quelque chose qui est vraiment très très négatif par rapport aux ambitions des Qataris, par exemple, enfin aux ambitions du club même, et ça, personne n'a envie de le vivre, et donc ça reste...
pour ça que je disais qu'il fallait. T'es pas obligé de les gagner, mais faut pas se faire éliminer. Mais ça reste pas un objectif, plutôt une sorte de. C'est un objectif intermédiaire en fait. Mais une élimination, ça ferait vraiment. Ce serait pas dramatique pour le club, hein, parce que je pense que la qualification en Europa League est acquise. Mais non, plus sérieusement, ça ferait tâche et ce serait non. Clairement, Paris cette saison doit tout gagner et je pense que ce serait une normalité de voir Paris à la fin de la saison avec tous les trophées possibles sur le plan national et que ce serait même plus une performance parce que c'est logique, ce serait complètement logique que Paris rafle tout et je pense que c'est ce qui va se passer à moins d'un match, d'un accident absolument énorme, mais j'y crois pas tellement. On peut se dire qu'aujourd'hui, Paris, ils doivent gagner la Coupe de la Ligue, oui, parce que dans les saisons moyennes, Paris, on dit que c'est une saison moyenne quand ils gagnent le championnat et les 2 coupes. Alors, s'ils perdent effectivement une coupe, oui, ça pourrait être un peu un effet de boule dans la neige, parce que voilà, on perd quand même. Attends. Du coup, oui, si on perd la coupe, on perd quand même. Ça fait des années qu'on n'a pas perdu, qu'on n'a pas pris de but. Même en Coupe de France l'année dernière, on est resté sans prendre de but. Là, si on revient et qu'on perd un match, donc surtout si c'est contre une petite équipe comme Amiens, comme d'autres, ça serait plus inquiétant que si tu perds, tu peux la perdre effectivement contre Monaco, contre Lyon, contre Marseille. Je suis même pas sûr. Mais je pense que voilà, ça serait inquiétant, mais ça serait pas la fin si tu perds contre une grosse équipe. Après, ce qu'il faudra voir, c'est le contenu du match, parce qu'effectivement, si tu perds en ayant pris un terrain gadou, tu marches dedans et ça fait comme Montpellier, et à la fin, il y a un tir de Montpellier qui est dedans et t'as été éliminé, d'accord. Par contre, si tu perds contre une équipe où t'es au parc et en plus tu perds sur un but, raccro ou pas raccro, mais t'as pas fait ton match, là, oui, c'est inquiétant. Juste pour encore une fois y revenir, peut-être que j'en fais trop, mais depuis le premier épisode d'Intégral Foot, tu nous as assuré qu'Emery ne serait pas là en janvier 2018. Et il est encore là, Emery. Et il sera là ce soir sur le banc du PSG face à Amiens. Donc, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Parce que moi, je reçois. Non, mais je reçois beaucoup de messages qui me disent, qui se foutent de notre gueule, mais surtout, déjà, explique-nous pourquoi ça s'est pas fait. Il a réussi à récupérer les cadres. Thiago Silva, Dani Alves, Neymar, parce que le problème, même si les gens refusent de se dire que Neymar a été pour un moment très mal au PSG, il a eu un temps d'intégration un peu plus long que d'habitude, il a été mal. Après, donc on a mis beaucoup sur Emery. Emery n'a pas su forcément gérer l'affaire des pénaltys, tout ça, c'était vraiment léger comparé à ce qui se passait à côté. Mais ça a été plusieurs petits éléments qui faisaient que ça se passait mal. Il y avait beaucoup de tension avec l'intégration de nouveaux joueurs, Mbappé encore plus que Neymar, et c'était vraiment compliqué. Après, Emery a su reprendre le vestiaire en main avec l'aide aussi d'Antero Henrique. Ils ont remis la pression sur certains joueurs. On le voit aujourd'hui avec les retards où justement Thiago Silva prend la défense d'Emery. Et c'est la première fois que ça arrive au PSG où les joueurs peuvent se dire voilà, on est derrière l'entraîneur. Alors qu'avant, justement, on a eu l'épisode où des fois le joueur parlait un peu, c'était vraiment pas clair. Maintenant, on sait que voilà, les joueurs sont derrière Emery. Et donc là, tout va bien. Oui, clairement, oui. Pour le moment, il n'y a pas, même les retards là, ceux qui sont arrivés en retard, ça n'a pas enflammé le vestiaire comme ça aurait pu le faire justement avec des grandes vedettes qu'on a aujourd'hui. Et l'une des infos que tu avais données, et je me souviens lors du premier épisode d'Intégral Foot, c'était que la femme d'Antonio Conte, que la femme d'Antonio Conte avait acheté un appartement en France, à Paris. Oui, ça je la confirme, ça oui, sans problème. Donc pour moi de toute façon, après Emery, je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire que il va y avoir le match du Real, mais il y en aura d'autres entre-temps pour justement avoir une prolongation. Je ne pense pas qu'on le prolongera comme Laurent Blanc, ça a été l'erreur faite. Ils ont appris de ça et il ne sera pas prolongé pareil. Maintenant, Emery... En plus, la déclaration de Nasser hier qui dit qu'il a confiance en Emery, il aime bien le football italien. Ça rappelle un peu la déclaration qu'il avait faite sur Laurent Blanc quelques jours avant qu'il soit viré. Donc bon, voilà. Sacha, tu veux revenir sur pour Antonio Conte aussi, parce que moi, la cible c'était Antonio Conte, c'est encore lui aujourd'hui la cible numéro 1 du PSG. Antonio Conte, il a eu la tête, donc c'est son directeur
c'est un directeur à Chelsea qui l'énervait beaucoup, avec qui ça ne passait pas. Il a réussi à avoir sa tête, et c'est ça qui fait qu'il reste. Qui est à Monaco. Oui, c'est ça. Aujourd'hui. Et maintenant, c'est ça qui fait qu'il a décidé de rester au moins jusqu'à la fin de saison. Sinon, Antonio Conte partait libre, parce ça aurait été en procès et il aurait été libre. Et du coup, c'est pour ça qu'il a décidé de finir son aventure avec Chelsea. Et là, s'il avait été libre, je pense que Emery aurait pu sauter après le match de Bayern plus facilement. Parce que les Qataris ne veulent pas reprendre Ancelotti. Par contre, ça, il faut le dire, Ancelotti au PSG, c'est impossible aujourd'hui. Donc là, sur la shortlist du PSG, le premier nom, c'est Antonio Conte. D'accord. Sacha, un commentaire sur... C'est difficile parce que au mois de janvier, il reste encore 5 mois avant d'avoir l'officialisation d'une prolongation ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas. Simplement, je ne sais pas. Je crois qu'il y a des très bonnes relations entre Emery et la présidence. Maintenant, il faut voir comment ça passe au niveau des joueurs sur cette fin de saison. Là, on est sûr, c'est que s'il y a une élimination 8e de finale face au Real, par exemple, Emery va sauter. Et... Non, mais là, excuse-moi de te couper, mais là on parle encore pas une fois, on dit c'est pas. l'habitude. Ouais, je suis désolé. Ça tombe que sur toi, mais tu parles trop. Même ouais, je suis désolé. C'est moi. On dit qu'Emery va sauter, mais il va pas sauter. Emery va finir son contrat, il va aller jusqu'au bout de son contrat, il va partir. Donc là, quand on parle d'un nouvel entraîneur, on se projette sur la nouvelle saison. On parle pas de cette saison. C'est sûr que quoi qu'il arrive, Emery finira la saison. Je pense pas qu'il va être même libogé après la défaite. Non, pas après la défaite même de Madrid, mais en tout cas en cas de défaite de Madrid, je veux pas. Voilà. Donc voilà, c'est pour le moment, comme tu as dit, c'est trop tôt. Mais c'est très difficile d'imaginer qu'Emery va rester. Très difficile, même en cas de demi-finale. Donc, et je l'ai remarqué, tous les invités qui sont passés ici, dont des journalistes, etc., le disent, ils sont unanimes. Emery ne restera pas. Tout le monde pense ça. Après, avec Nasser, tout est possible. Ça, c'est sûr. Mais moi, personnellement, je pense pas qu'il va rester, même en cas de demi-finale. Voilà. Donc, je pense que vous êtes un peu d'accord. Après, vas-y, Jody. Après, on a appris, je pense, beaucoup de l'erreur d'avoir prolongé justement Laurent Blanc avant le quart, où on se fait éliminer après par Manchester City dans des matchs pitoyables, et où justement, tout a été mis sur Laurent Blanc alors qu'il n'était pas le seul responsable. Et ça a été justement la solution de faire sauter Laurent Blanc. Là, on sait qu'Emery, il a épuisé tous ses crédits en perdant donc l'an dernier la remontada, cette année avec un début de saison qui a été bon, mais avec la défaite à Munich quand même. Il a plus de crédit. Il sait que là, c'est vraiment ses dernières chances, c'est d'aller au bout en Ligue des Champions et de gagner la Ligue des Champions. S'il va pas au bout en Ligue des Champions, qui ramène juste Coupe de France, Championnat, Coupe de la Ligue, Emery ne restera pas. Sinon, on continue. On reprend les paroles de Nasser et qui redit encore hier, on veut progresser. Et là, même si on passe en demi, c'est pas progresser pour le PSG avec les investissements qu'ils ont fait cet été. Ouais, si tu fais demi-finale, si tu progresses. Oui, si tu progresses sur le papier. Oh, sur le terrain aussi. Même pour moi, la saison dernière, tu as progressé. Ouais, mais tu t'es pris 6. Ouais, tu t'es pris 6-1, mais le match que tu fais contre le Barça au Parc, tu n'as jamais fait un match pareil. Tu finis deuxième en poule quand même, faut pas l'oublier. On finit derrière Arsenal. Même si tu finis premier, deuxième, tu tapes soit le Barça, soit le Bayern. Donc, le match de ce soir sera diffusé sur France 3, c'est ça ? Oui. Normalement, ouais. Donc, sur le player France 3, écoutez bien. Donc l'affaire Eurosport. France 3 player. Ouais, Eurosport, donc déjà vous l'avez regardé. 30 euros. Il y a les commentaires d'Arnaud de Samer et Jérémy Ferrari, c'est fantastique. Et vous l'avez regardé où le match de PSG Real, vous ? Donc, moi, j'avais la chance d'avoir Eurosport 360, mais franchement, le bourgeois. Mais Eurosport devient franchement, ils ont montré ce qu'était que d'avoir le monopole. Ils ont le monopole, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont mis la pression à la ligue, ils ont dit ça sera pas sur Eurosport, ça sera pas sur nos chaînes normales. Faut payer un supplément, faut avoir MyCanal, des options par-ci par-là, et on continue. Donc SFR est arrivé, a dit nous on veut, Bein est arrivé, on va prendre le premier, c'est Bein. Ils sont arrivés, ils ont dit nous on se met à 9 € et on va prendre toute la clientèle de Canal. L'État a dit oh là là c'est dangereux, non on arrête. On laisse encore un peu à Canal un peu de temps de s'en sortir, de remuer, de mettre des forfaits à 100 €, mais c'est normal, les gens ils doivent payer pour regarder du foot. On a continué. Après on a installé Bein un peu, qui s'est mis en association avec
Canal, on s'est dit, ouais, mais attends, c'est pas assez drôle, on rajoute SFR. SFR, pour rajouter encore de l'argent, c'est 13 euros, c'est ci, c'est ça. Et en plus, ça capte pas sur tout, il faut avoir tout un tas d'objets pour capter, on n'en parle même pas. Et là, on nous parle maintenant d'Eurosport Digi, d'Eurosport Connect, et il fallait rajouter 10 euros pour 30 matchs par an, et encore, parce qu'il y en aura que 9 en exclusivité. Non, mais là, il faut arrêter de se payer la tête des Français, de se dire, parce que là, ça tombe sur le PSG, le prochain match qui sera diffusé sur Eurosport Connect ou Digi, je sais plus comment ils l'appellent, ça sera Marseille. Ils ont déjà décidé que ce serait un coup Paris, un coup Marseille, un coup Lyon. Donc on va vraiment vers un monopole où on assume pigeonner les gens. Vous voulez regarder votre équipe de foot, vous raquez 10 euros. Juste pour entre parenthèses, en Angleterre c'est comme ça, hein. Il y a des matchs qui ne passent même pas à la télé et que c'est la même chose, quoi. Et en Allemagne, il y a des matchs gratuits tous les week-ends. Ouais, mais moi, juste avant de donner la parole à Sacha, pour Ouais. pas le couper, je Ah, comprends ça pas sent pas, ça. comment une coupe nationale, comme bon, que ce soit la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, ne soit pas diffusée sur une chaîne publique. C'est le championnat, ça passe. Ok, mais la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, mais bon, la Coupe de France, mais la Coupe de la Ligue qui est aussi une coupe nationale, je comprends pas. Voilà. Sacha, vas-y. Bah, moi, j'ai encore un peu d'eau à apporter au moulin de Lloyd et je suis vachement fier de l'avoir placée celle-là. Mais faut savoir que bon, moi, comme tout le monde sait, j'habite en Suisse et qu'en Suisse, disons j'ai un bouquet chez moi à la télé, par exemple, où j'ai pas mal de chaînes internationales, dont une chaîne allemande, je crois que c'est Sport 1 ou un truc comme ça. Et ce soir-là, pour rien cacher, j'étais avec un pote, on s'est dit on va regarder sur Sport 1. Parce que le match était programmé sur cette chaîne-là 24 heures avant, donc samedi. Et en fait, on essaye d'aller sur cette chaîne-là et on a appris par la suite qu'Eurosport a fait pression sur cette chaîne pour qu'ils mettent le match sur, non pas sur Sport 1, mais sur une chaîne, sur Sport 1 Deluxe, je crois, quelque chose comme ça. Une chaîne donc payante, du coup, qui n'est pas dans le bouquet. Donc, tout ça pour dire que effectivement aujourd'hui, si tu veux voir des matchs, effectivement faut payer. Après, ce qui est absolument scandaleux, c'est le procédé d'Eurosport qui te demande de payer 10 euros, puis qu'en plus quand tu as un moyen légal de regarder le match, trouve de son côté un moyen pour t'empêcher de le regarder entre guillemets, comme si les mecs d'Eurosport, qui doivent être des génies exceptionnels, ne savait même pas qu'il existait un truc incroyable sur la toile. Et attention, parce que là, c'est la grosse déclaration de la soirée. Il existe des liens streaming. Je sais, c'est absolument incroyable. On peut voir le match sur le web. C'est fou. C'est incroyable. Et c'est 0 euros. 0 euros. Et donc, les mecs pensent avoir l'idée du siècle et proposent plus ou moins des services, mais absolument bidons, parce que les commentaires par exemple, il y avait des options, les commentaires avec Claudia Tagbo, mais alors là, je pense qu'on est au sommet du ridicule, la caméra isolée sur les 3 attaquants du PSG, mais je pense que tout le monde s'en fout, mais alors complètement. Et donc, on est vraiment dans quelque chose de complètement ridicule, et pour moi, c'est ni plus ni moins que du racket. On joue avec la passion des gens et on les attaque directement au porte-monnaie sans leur laisser aucune ou très peu d'options. Et le petit côté positif dans cette affaire, c'est que je sais pas si vous avez été checké avec le hashtag PSG Eurosport sur Twitter, et que les mecs se font défoncer, que le soir du match, il y a eu plein d'appels sur la centrale d'Eurosport pour des appels des supporters du PSG qui étaient vraiment, mais alors vraiment pas contents. Ouais, mais Eurosport, ils s'en foutent. Ouais, mais donc Eurosport, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se tirent une balle dans le pied, parce que finalement, je sais même pas s'ils vont vraiment le faire pour le match de l'OM, parce qu'ils vont se faire pareil de la pub, de la très très mauvaise pub. Et moi, ce que je pense, c'est que à terme, ils vont se faire même sucrer les droits télé, et pour pas grand-chose finalement, hein, pour un pauvre match de Coupe de France. Déjà que la popularité d'Eurosport est assez moyenne
au vu, il suffit de voir les chroniqueurs engagés sur leur site web. Je n'ai pas cité de nom, hein, mais on voit déjà que là, il y a un clair recul. Et bon, si cette chaîne a envie de sombrer de manière définitive, on peut juste leur dire félicitations, je pense que vous avez trouvé vraiment la bonne solution, c'est très bien parti. Dans quelques années, Eurosport, peut-être que ce sera, en tout cas au niveau du foot, c'est déjà quasiment fini, et sans doute que ça va s'exporter à d'autres sports, tant la privatisation aujourd'hui et au niveau des médias, c'est vraiment quelque chose qui est très très répandu, et c'est même étonnant qu'Eurosport ait encore tant d'événements sportifs. Mais là je vais me faire insulter, mais juste déjà Eurosport a commencé à se faire insulter et lyncher déjà par le recrutement de Sabri. Alors, une horde de gens va m'insulter, la team Sabri, quand ça lui, une petite dédicace à lui, mais déjà là on se dit mais putain les mecs, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Viens quand tu veux, Sabri, hein. Excuse-moi de te couper, mais pour une fois ça fait plaisir. Viens quand tu veux, hein. T'es notre invité, t'es ici chez toi. On dit qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et par la suite ça, voilà. Lloyd. Moi, je veux juste dire comment du coup la fédération a réussi à récupérer donc la diffusion c'était Eurosport 360. Ils l'ont récupéré parce que dans la pub de Canal qui vend le pack avec Eurosport, ils le présentent et ils disent donc en début de saison, Eurosport diffuse l'intégralité des matchs de Coupe de France. Et s'ils la diffusaient pas, c'était de la publicité mensongère. Il y avait des gens, ils pouvaient rompre leur contrat avec Canal pour du coup redire, vous voulez pas nous diffuser la coupe, non, on va arrêter de payer Canal. Le chantage, il a été fait par Canal et non par la fédération, comme on a pu le laisser penser. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu l'avoir sur une 360 où il fallait passer par MyCanal, donc avoir un compte de Canal, mais avoir en plus une option pour le passer sur une télé connectée. Quel est l'intérêt? Personne ne le comprend. Et c'est comme ça qu'ils sont revenus à peu près dans la légalité de leur publicité. C'est quand même un beau paradoxe, c'est que les gens, ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a eu moins de scandales qu'après, c'est que les gens ont pu le regarder avec 360, du coup, via Canal. On passe au sujet du fair play financier. Alors, je vais te laisser, toi, Lloyd, présenter tout ça. Vas-y. Donc, le 18 janvier, il y a un procès, c'est même plus un procès, c'est le verdict. Donc, il y a un club belge et Doyen Sport qui ont attaqué pour dire que c'était illégal parce que dans les lois européennes, il y a des lois qui interdisent justement la présence d'un truc comme le fair play financier, qui est un contrôle financier et qui est illégal parce qu'on a la liberté de circulation des fonds. Le verdict va arriver le 18 janvier. Il y a de fortes chances que le tribunal européen donne un verdict positif à Doyen Sport et aux autres clubs disant on interdit le fair play financier parce que c'est illégal, et ça ferait le même effet que l'arrêt Bosman a eu il y a maintenant un paquet d'années. Si, et je l'avais posé tout à l'heure, mais je pense que faut bien mettre le si en évidence. Continue, Lloyd, continue. Excuse-moi. Donc là, clairement, si le tribunal européen dit le fair play financier est illégal, le 18 janvier, dès que le verdict est tombé, le fair play financier n'existe plus ni auprès de l'UEFA ni auprès d'aucun tribunal. Et donc, c'est une disparition pure et simple du fair play financier. Et voilà ma question, donc tu y viens. C'est une disparition donc instantanée, c'est genre il disparaît maintenant. Il y a plus Oui, clairement, il disparaît dès le verdict. Il y a plus d'appel possible. On n'aura plus de compte à rendre à l'UEFA concernant ça, quoi. C'est juste la DNCG qui, elle, est dans la légalité, mais les comptes demandés par l'UEFA, eux, ça deviendra illégaux. C'est une bonne nouvelle, ça. Sacha. Il faut quand même mettre un si, parce que faudrait vraiment... ce serait vachement surprenant que cette requête aille au bout et il y a un avis favorable. Mais hormis le bémol que je viens de mettre, je me suis renseigné aujourd'hui là-dessus. Hormis ça, tout ce que dit Lloyd est parfaitement exact. Mais donc tout dépend du verdict. Mais ce qui est très intéressant, peut-être que ça va inciter d'autres organisations à porter plainte contre le fair play financier qui est, faut le rappeler, une mesure certes
positive pour l'équilibre financier des clubs, mais une mesure qui est parfaitement inégale, pas illégale, inégale par rapport aux revenus des clubs, aux revenus, par exemple, liés aux droits TV, liés à l'imposition qui est différente selon chaque pays. Et donc, je pense simplement que ce fair play financier-là risque d'avoir encore d'autres attaques de ce genre et qu'à terme, ça va être très difficile de le garder puisque vous ne pouvez pas demander les mêmes comptes à un club qui génère 45 millions d'euros quand il finit champion et un autre club qui, avec les mêmes résultats sportifs, va générer beaucoup plus, c'est-à-dire de 150, 300 millions d'euros. Et donc, le fair play financier est effectivement quelque chose qui, je le répète, est positif, mais qui, de l'autre côté, instaure une dérégularisation du marché des transferts qui est très, très importante. Et je crois que, effectivement, à terme, le fair play financier n'a pas vraiment, ne va plus avoir raison d'être, non pas par sa bonne volonté de réguler les comptes des clubs et le chiffre d'affaires des clubs et l'endettement des clubs, mais plutôt par rapport à ce qu'il demande à des clubs qui ne naviguent pas dans les mêmes océans en termes de revenus. Il est très facile pour un club anglais de tailler le PSG en disant oui, mais vous ne générez rien. Oui, mais nous, le PSG, dans ce cas-là, pourrait répondre nous ne générons rien car nous ne sommes pas assis sur une mine d'or, si vous voulez. Et dans le sens où le PSG est obligé, entre guillemets, d'avoir des sponsors étrangers pour égater avec les gros clubs européens, vu que la législation n'est pas absolue entre tous les clubs européens. C'est en ce sens-là, le fair play financier risque d'accuser beaucoup d'attaques judiciaires à l'avenir. Et de plus, on peut rajouter que ces mêmes clubs qui critiquent aujourd'hui le PSG pour leur sponsoring du Qatar vont chercher des sponsors au Qatar. Le Bayern Munich a signé un contrat avant Noël avec l'aéroport de Doha. C'est quand même magnifique. Des clubs qui en permanence viennent tailler le Qatar sur leurs investissements dans le PSG se permettent, eux, d'aller chercher ces investissements là-bas, même si on me dit oui, c'est que du sponsoring. Le sponsoring est le même pour tout le monde. Donc à un moment, soit on décide, on interdit tous les fonds étrangers, ça reste que dans l'Europe. Et effectivement, même les droits télé anglais, là, ils vont chuter grave parce qu'ils vont comprendre. En plus, ils ont profité pendant des années de leur monnaie unique qui n'était pas l'euro. Et eux, ça a dérangé personne. Donc maintenant, là, c'est principalement les Espagnols qui s'en sont mêlés. Et on voit le Barça qui achète à tout va et en plus avec des dettes énormes. Donc le Barça est en train de répondre à Tebas de la meilleure des méthodes en disant ah, c'est pas bien de recruter. Bah nous, on a recruté donc Dembélé, Coutinho et peut-être Griezmann cet été. Si tu continues, on prendra peut-être encore un autre. Continue. C'est de l'hypocrisie, le fair play financier général. On pourrait même pousser le vice encore plus loin. Ça veut dire que, en fait, là, le Barça recrute Coutinho. Dans le même temps, le Barça attaque le PSG parce qu'il a recruté Neymar, mais le Barça finalement a Coutinho juste parce que le PSG a ces moyens-là. Donc ça fait aussi tourner l'économie, donc ça leur fait un fonds. Donc ils peuvent, grâce au PSG, payer une grosse somme à Liverpool, chose qu'ils n'auraient pas pu faire si le PSG n'était pas là. Alors c'est un petit peu facile de critiquer le PSG haut et fort comme l'a fait Tebas quand ils prennent vos meilleurs joueurs, mais on les entend un petit peu moins quand il faut payer. Quand ces sommes-là, ce sont eux qui les dépensent. Et de plus, il faut préciser quand même deux choses. C'est que d'un, Coutinho, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, il est blessé pour 4 semaines. Et deuxièmement, aujourd'hui, Coutinho, 160 millions d'euros. 160 millions d'euros. Et évidemment, ça ne choque personne parce que c'est le Barça et qu'une fois encore, on a une sorte de justice, des justiciers à deux vitesses en fait. Quand c'est le PSG, tout est différent. Après, aujourd'hui, il faut juste se dire un truc, et je le disais tout à l'heure en off. Aujourd'hui, un joueur moyen, un joueur, c'est pas du très haut niveau, c'est juste un mec qui fait l'affaire. Aujourd'hui, c'est 60-70 millions d'euros. Bon, disons 50. Bah, t'as eu Lukaku même à 80. Bah voilà. Donc, il y a des exemples où ça a augmenté. Aujourd'hui, on va dans des sphères, mais c'est hallucinant et on sait pas où on va. Et moi, je dis que le fair play financier,
ok, c'était chiant, mais faut juste s'imaginer comment ça va être si le Real, le PSG, le Barça, Manchester, etc. se battent pour un joueur, où ça peut aller, où ça peut. Et bah vers une ligue européenne, Ligue des champions européenne, mais en championnat, En mercato. avec que les grands Ouais, clubs. ça va être énorme. Et là, déjà, avec la rumeur Harry Kane à 300 millions d'euros à Madrid, c'est. Voilà, moi je me dis, mais où est-ce qu'on va? Il faut mettre une limite. Je pense qu'il faut mettre une limite à ces prix. Bon, là, je veux pas faire le mec Après, voilà, mais. Vas-y. Après, on peut aussi dire qu'il faut mettre une limite sur du coup les droits télé, une limite sur les impositions, une limite sur tout. Et au final, il n'y aura aucune limite parce que de toute façon, quand on essaye de mettre des limites, on sait toujours qu'il y en a qui vont passer au-dessus et qu'après, on va remettre au-dessus pour que ça soit dans la légalité. Tout ce qui est interdit n'est pas forcément impossible à faire et tant que ça sera comme ça, bah, les gens continueront. Très rapidement pour conclure, la Sana Diarra, c'en est où, Lloyd? Pour moi, Antero, ça bloque parce que déjà Diarra demande plus d'années que ce qu'Antero voulait lui donner. Il voulait 6 mois plus 1 an. Diarra veut 2 ans minimum, ce qui n'est pas l'objectif d'Antero Henrique qui veut un milieu, mais plus cet été où il lâchera sûrement plus d'argent pour acheter le milieu qu'il veut que de prendre Diarra qui est libre. C'était peut-être juste une tentative comme ça, mais qui n'ira pas au bout pour moi. Juste un mot pour Diarra. Rabiot, Motta, Pastore, Draxler, Lo Celso. Verratti. Verratti, pardon. Excusez-moi. Nkunku. Nkunku. Allez, je te me laisse Nkunku. 7 mecs pour 3 postes. Excusez-moi de penser que Diarra ne servira absolument à rien dans cette équipe. Non, mais si on dit que Pastore va partir, que Nkunku va être prêté, donc là, tu as déjà 2 qui sautent. Déjà que l'un parte et que l'autre soit prêté. Ouais, donc Lo Celso. Voilà, si on fait des suppositions, on peut aller très loin. Hein, oui, même avec leur temps de jeu de Nkunku et de Pastore, je suis pas sûr qu'ils aient joué beaucoup au poste où ils pourraient manquer. Surtout qu'on peut rajouter aussi Di Maria. Ouais, donc là je comprends plus. D'un coup, vous dites qu'il manque un 6. Puis derrière. Non, il manque un vrai 6, pas un 6 de secours à la Diarra. Il faut là, il faut un mec de secours. Tu peux pas ramener sauf si le fair play financier saute, ça c'est autre chose. Mais t'as besoin de personne là. Mais t'as besoin de qui? Bah, Datem Ben Arfa aussi, si tu peux essayer. Ah, mais faut arrêter. On a eu des coups d'essai comme ça où on prend au dernier moment. Ben Arfa, c'est parce qu'on n'a pas eu Neymar. C'est pas des coups d'essai, c'est des recrues de secours qui seront là pour 6 mois. Moi, je te dis pas, Diarra, faut lui faire un contrat de 5 ans. Pour moi, Diarra, pour jouer la Coupe de France face à Amiens et face à Strasbourg ou je sais pas quel club, il fait l'affaire. Ouais, il fait l'affaire. Je vois pas pourquoi les gens sont contre l'idée de Diarra. Après là, ça devrait pas se faire comme tu dis, surtout à cause du salaire et du nombre d'années de contrat. Donc petite dédicace à Xavier, notre ami Xavier. Je pense qu'il est très content là. Voilà. Pour ceux qui ont écouté l'autre épisode, ils comprendront. Donc là, c'est sûr, Diarra c'est mort, Lloyd. Bah aujourd'hui, ils cherchent, même aujourd'hui, on a eu la nouvelle rumeur, c'est plus Fellaini que Diarra. Donc ça donne une idée que pour le moment, Antero Henrique passe à autre chose. Déjà, Fellaini, pour moi, c'est autre chose. Vous êtes content ouais, non, mais c'est pas... voilà. Voilà, c'est aujourd'hui, on a d'autres personnes qui arrivent sur le poste mieux, où veut jouer. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Niveau comportement, peut-être un peu. Et niveau hygiène, niveau santé aussi, parce que Diarra, on peut parler qu'il a joué que 5 matchs. Et puis niveau de terrain, c'est carrément mieux aussi. Non, c'est mieux en fait. Tout compte fait, c'est carrément mieux en fait. C'est un gros salaire. Diarra, pour moi, ça me rappelle vraiment Ben Arfa. C'est un gros salaire, un joueur qui arrive avec soi-disant le potentiel on ne l'a pas vu de nulle part, mais il arrive quand même avec ce potentiel, c'est énorme, c'est un gros joueur. Et au final, quand il arrive, il va nous foutre le vestiaire en l'air et ça va être la guerre. Ben Arfa, on en a un, on n'arrive pas à s'en débarrasser. On n'a pas besoin d'un deuxième. Donc là, niveau départ, il y a les prêts, donc ce serait principalement dans les jeunes. Donc il y a Calegari qui va sûrement partir avec la déclaration de Canovi qui ne met pas beaucoup de doutes. On a Nkunku qui veut être prêté, donc il y a l'option Saint-Etienne encore. C'est dur, il a fait une connerie ou pas? Non, mais il a fait un truc. Pastore à il a insulté l'entraîneur ou... Attends, c'est rude. Bah après, il y a Gasset qui le connaît bien surtout à Saint-Etienne. C'est Gasset qui essaye de le ramener parce qu'il le connaît bien. Ouais, après,
Donc Pastore plutôt, Di Maria resterait. S'il devait en choisir un aujourd'hui, le départ serait plus Pastore que Di Maria. Parce que Di Maria veut un grand club et veut. Après, on a Lucas à Manchester United aujourd'hui, ça avance bien. Il a refusé la Chine parce qu'il veut encore il pense avoir encore une chance pour le mondial. Qui est pas forcément faux, hein, s'il refait une bonne saison, même si pour le moment on a un Lucas qui est perdu. Il a plus de chances de le jouer le mondial s'il va à Manchester United qu'en Chine. Mhm. Après, niveau transfert, pour le moment, c'est tout. On a David donc Trapp, Trapp porte de sortie pour- qui boude. Dortmund, mais il va rester. Dortmund ou Liverpool. Liverpool, ils ont deux gardiens déjà. Karius et Mignolet. Non, pour moi, pour moi, avec ces deux-là, ils en ont même pas un. Oui. Et surtout, il a l'avantage. C'est Klopp il voulait déjà Dortmund quand Paris l'a recruté, Mhm. un peu avant. Et il voulait déjà Kevin Trapp, et là, il est en demande de Kevin Trapp. D'accord. Et En du tout coup, cas, si je résume, t'as plus Ouais. de. Si Trapp se tire, t'as plus Descamps. Je sais pas comment tu le prononces. Descamps. Rémi Descamps. Ouais, Descamps. Donc t'as Mhm. qui? T'as plus personne comme deuxième gardien. Il y a Cibois qui a rejoint le groupe pro. Oui. Après, il y aurait, si Trapp part, de toute façon, c'est que Paris est libéré du fair play financier et peut faire l'offre qu'il veut sur le gardien qu'il veut. Et actuellement, c'est Donnarumma. Mais s'il y a Pour pas ça s'il y a pas ça, ben t'es. Ils bloqueront Trapp toute la fin de saison et ils le feront rester. Et juste dans l'optique, parce que là, moi personnellement, je suis pessimiste parce que depuis le début du mercato, depuis le 1er janvier, ça me semble difficile de vendre en ce moment. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Donc, dans le cas où on vend personne, quelles seront les solutions pour échapper? Guedes. Ouais. Guedes, c'est 40. Aujourd'hui, on parlait de 40 millions d'euros, mais Guedes, ça sera un peu plus, ça sera aux alentours de 50. Après, Lucas, je pense qu'il a trouvé sa porte de sortie. Hein. Antero Ça va va pas se faire. Lucas, c'est vraiment le plus facile à vendre, c'est Lucas aujourd'hui. Après, Mhm. on peut avoir aussi des départs surprises cet été sur la période du mois de juin, mais je pense que c'est pas l'idée aujourd'hui. Ils savent qu'ils vont vendre, même si aujourd'hui on voit pas que ça avance énormément. Après, on peut aussi se dire que s'il n'y a plus le fair play financier, un club comme l'Inter Milan va acheter tout de suite Pastore, sans problème. D'accord. Et Continue, vas-y. les transferts seront plus faciles des deux côtés, autant en vente qu'en recrue. Bah oui. D'accord. Bah, merci beaucoup les amis. C'est déjà la fin, on a fait presque 45 minutes. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Sacha, Lloyd, merci. Sacha est silencieux. Ah non, Pas mais de non, rien, mais parce que j'ai peur qu'on me coupe, c'est pour ça. Non, mais c'était un plaisir. Comme C'est un d'habitude. plaisir. En tout cas, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, mercredi cette fois exceptionnellement. Donc la semaine prochaine, jeudi 19h10. Bonne soirée à tous.